Bienvenue sur CivilNet. Mon invité est Henri Cuny, ambassadeur de France en Arménie de 2003 à 2006, mais il est également écrivain et c'est dans ce cadre qu'il est ici, dans notre studio à Erevan, en tant qu'auteur, pour son livre « Les ciels de Raphaël ». Bonjour Monsieur Cuny. Bonjour. Pour être tout à fait exact, c'est 2002-2006. 2002-2006, très bien. C'est ce que j'avais trouvé, mais très bien, 2002-2006. Donc, les ciels de Raphaël, ce sont des lettres que vous avez dédiées à votre petit-fils, Raphaël. Et vous y racontez notamment l'amour que vous éprouvez pour la France et pour la langue française. Pourquoi est-il devenu à un moment donné pour vous une nécessité d'écrire sur cet amour? Je crois que lorsqu'on atteint un certain âge et que on a des petits-enfants, on a envie de leur transmettre ce qui a été une raison de vivre pour vous. Et je dois dire que vraiment, moi, depuis l'école primaire, depuis l'histoire de France apprise dans les manuels, depuis toute cette découverte de notre littérature, de nos écrivains, de nos philosophes, j'ai vécu, j'ai été nourri de tout ce qui fait la richesse d'une culture. Mais on découvre aussi que la culture, c'est quelque chose d'ouvert, que ce n'est pas quelque chose qui est enfermé dans des frontières, et que nos pensées se nourrissent également de ce que les autres nous ont apporté. Justement, donc vous parlez également de l'Arménie, puisque vous avez été ambassadeur ici pendant 5 ans. Vous en parlez à 2 endroits exactement. On va commencer par le chapitre qui contient plusieurs pages sur l'Arménie. C'est un chapitre qui s'appelle « On y est presque allé ensemble ». Vous parlez donc à Raphaël. C'est le titre du premier chapitre et du chapitre concernant l'Arménie. Et vous y dites eux disent que c'est un pays de pierre, en parlant des Arméniens. Ils en font des croix et des cimetières, des croix qui fleurissent aux extrémités, en gens habitués au malheur, dont ils savent qu'ils ont aussi leur sève, leur fécondité, qu'il est aussi leur sève, leur fécondité de survivants. Donc c'est quelque chose qui revient souvent quand on veut qualifier les Arméniens, et le mot qui me venait à l'esprit en lisant ce passage, c'était résilience. Est-ce que c'est ainsi que vous qualifieriez les Arméniens, ou vous avez peut-être un autre mot, un adjectif? Vous savez, nous sommes au lendemain de Pâques, et j'ai presque envie de dire que l'Arménie, c'est une résurrection permanente. Et l'Arménie, on l'a cru ensevelie pendant un millénaire, où elle avait complètement disparu des atlas politiques. Elle était englobée dans des empires immenses, dans des empires extraordinairement puissants. Et puis, 1000 ans plus tard, l'Arménie ressurgit, et tous ces empires qui l'avaient envahie, asservie, se sont effondrés, écroulés les uns après les autres. Et ça, c'est quelque chose d'assez miraculeux. J'ai dit d'ailleurs dans un article qui a été publié chez nous dans l'Express que, à bien y regarder, il n'y avait aucune chance pour qu'un pays comme l'Arménie existe aujourd'hui à l'endroit où elle se trouve. Et c'est un pays qui est limité par sa géographie, qui est aujourd'hui limité dans sa population, qui est le seul pays chrétien vraiment de la région, et qui est entouré par des voisins qui ne lui veulent pas forcément du bien. Et ce pays est là, et ce pays nous parle comme un phare, et on a envie de comprendre tout ce qu'il a à nous dire. Et donc le deuxième passage, qui est au tout début, c'est en page 15, et c'est un passage, quand on était en train de se parler juste avant l'interview, qui vous est revenu en mémoire.
Et je voudrais bien que vous le lisiez, et pour nous raconter aussi ce que les danses arméniennes évoquent chez vous. Donc c'est en page 15, je vous laisse lire. Alors, comme je vous le disais, c'est dans une circonstance tout à fait particulière, puisque quelques semaines après sa naissance, Raphaël a besoin d'une intervention chirurgicale. Et on apprend cette nouvelle de son opération au moment même où, loin de Paris, nous sommes invités à un mariage arménien. Alors on n'a pas absolument l'esprit à la fête, et pourtant je suis saisi à un moment donné par ces danses arméniennes que j'ai tellement eu l'occasion d'admirer ici. Et voilà ce qu'elle m'inspire. Une danse arménienne, une danse où l'on se tient par la main, qui va dans un sens, puis dans l'autre, qui dure comme si elle ne devait jamais finir. Rythme binaire du cœur qui bat, jeune fille sautillant sur un pied, devant, derrière, à droite, à gauche, jeunes hommes qui s'épaulent, bras levés qui encensent, telle la parade sur une piste de cirque, bateau d'humanité qui tangue pour dire l'amour et les malheureux bonheurs des gens, et pour un instant m'emportent. Ces danses arméniennes qui m'emportent loin de la salle d'opération où mon petit-fils est aux mains des chirurgiens. Et c'est quelque chose vraiment aussi de particulier, parce que dans ces danses arméniennes, il y a la tradition, il y a tout le rapport du jeune homme vis-à-vis de la jeune fille arménienne, cette notion de respect qui est très, très, très forte. Et puis, il y a les traditions pastorales, les danses du berger. J'ai eu l'occasion de revoir ces danses hier soir à Yerevan, et elles me touchent profondément chaque fois. Toujours en rapport avec ce chapitre, vous parlez de la langue française, de la France qui accueillait les Arméniens durant le génocide, juste après le génocide. Et vous rappelez aussi cette devise qui est la devise française de liberté, égalité, fraternité. Est-ce qu'actuellement vous pensez que cette devise vit toujours, est-ce que la France vit toujours cette devise, ou elle est toujours fidèle à cette devise actuellement? Vous savez, je crois que cette devise, c'est l'ADN de notre pays. Et l'ADN, on ne s'en débarrasse pas, quoi qu'il advienne. Dans une histoire, il y a des sursauts, dans la politique également. Et je crois qu'il ne faut pas se laisser abuser par les événements de l'actualité, les scènes de violence parfois dans les rues. Il y a quelque chose qui pour moi est typiquement français, une certaine douceur, puisque c'était Charles Trenet qui, dans ses chansons, parlait de la douce France. Et il y a un autre passage dans ce livre où j'explique le jour où peut-être j'ai le plus ressenti ce que ça voulait dire, douce France. Je suis avec des militaires dans un hélicoptère, nous survolons une petite moitié de la France, enfin entre Paris et puis les bords de Loire. Et je regarde ce paysage qui défile
en dessous de nous. Tout au long du vol, il me semblait que, quel que fût l'endroit où l'on décida de se poser, on serait assailli de cette douceur, colonisé par elle comme une terre sans maître, et de l'agitation même des villes s'exhalait un bouquet d'humanité libre et fervente. Il y avait là, au cœur même des drames, des tensions, une forme de bonheur qui n'appartenait qu'à nous qui habitions cette terre, aussi dissemblable fussions-nous, un bonheur français, indéfinissable, intemporel comme nos bals du 14 juillet, comme un air d'accordéon. Si les Français savaient, on se le disait chaque fois en rentrant de nos missions lointaines, mais je crois qu'au fond d'eux, ils savent, et c'est ce qui fait, quoi que nous en disions, notre douce France. Très bien. Pour en revenir justement à la francophonie et à sa place en Arménie, vous avez été un des initiateurs, c'est pas le fondateur de l'UFAR, l'Université française en Arménie. Ça reste l'une des meilleures universités d'Arménie. Vous y avez, avec cette initiative, avec ce projet, beaucoup de personnes ont pu étudier la langue française, on s'en sortit avec un diplôme de qualité, ont pu intégrer des emplois, tout ce qu'il y a de plus respectable. Pourquoi, une fois de plus, avoir mis autant d'efforts, sachant que vous étiez là pendant 5 ans, donc ça reste quand même une période assez courte dans toute une carrière, et pourtant vous avez mis en place un projet gargantuesque en quelque sorte. Et pourquoi avoir mis autant de force, d'énergie, de volonté à créer une université francophone, française, ici en Arménie? Alors vous avez dit gargantuesque, moi je dirais surdimensionné. Surdimensionné, c'était un peu le reproche que l'on me faisait à Paris en disant mais c'est un bien grand projet pour un pays qui n'est pas si considérable. Et je disais mais c'est l'intelligence des Arméniens qui est surdimensionnée. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et là, ce n'est plus le temps des petits-enfants, c'est le temps de mes enfants. J'étais resté en France quelques années pour être auprès d'eux dans la phase cruciale de leurs études, jusqu'aux classes préparatoires, aux grandes écoles. Ils ont eu la chance d'être reçus l'un et l'autre la même année dans une grande école de commerce, et j'ai pu à ce moment-là repartir à l'étranger, et donc j'ai été nommé ici en Arménie. Et quand je suis arrivé en Arménie, j'ai eu très très vite l'occasion d'aller rencontrer des étudiants, et quand je suis arrivé devant eux, j'ai vu dans leur regard cette flamme d'intelligence. Je connaissais, puisque j'ai longtemps travaillé aussi à l'ambassade de France à Moscou, la réputation qu'avaient les Arméniens dans l'Empire soviétique. On disait que c'était des travailleurs acharnés. Donc il y avait cette conjonction de l'intelligence et du courage. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que ces jeunes n'auraient pas le droit d'avoir les mêmes diplômes que mes enfants et d'avoir un avenir tout à fait comparable. Et ça a été au fond le point de démarrage de mon engagement pour ce projet que j'ai effectivement porté sur les fonds baptismaux, et ça a été les 2 premières années un labeur extrêmement important. Il fallait donner à cette université un statut, il fallait aussi qu'elle ait ses bâtiments. Ça a été un travail plein de péripéties, de longue haleine, mais ce qui était important pour moi, c'est que
cette université, d'abord, soit pour les jeunes qui entraient, l'apprentissage d'une vraie déontologie, l'adhésion aux valeurs dont nous parlions tout à l'heure, et l'assurance d'un bel avenir. Et justement, parlons d'avenir. Après avoir écrit ce livre, vous avez certainement, plus d'une fois dans votre livre, vous avez pensé au futur de Raphaël, ce qui lui arrivera dans le futur, tout en revenant sur votre passé. Et que souhaitez-vous pour le futur, pour les jeunes, qu'ils soient en Arménie ou... Et il y a aussi dans ce livre une phrase qui pour moi est une phrase clé. Je dis à Raphaël, on est ce qu'on aime. Et je lui dis, je ne sais pas quelle sera ton école, mais je sais ce qu'elle devrait être. Ça devrait être l'école pour apprendre à aimer. Et je relis toujours ces deux mots, apprendre et aimer. On aime aussi parce que l'on apprend. Et apprendre, c'est entrer dans la compréhension des choses, dans la compréhension du monde, c'est enrichir son regard. Et pour moi, le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est d'apprendre tous les jours. Je vais vous faire une petite confidence. Je n'ai jamais cessé d'apprendre tout au long de ma vie, ne serait-ce que de nouvelles langues étrangères. Quand je suis arrivé ici, j'ai quand même voulu apprendre l'arménien oriental, même si en réalité, dans la vie courante, j'ai utilisé le russe, puisque tout le monde parlait le russe ici. J'essaie de l'entretenir encore. Ensuite, j'ai été ambassadeur en Slovaquie, j'ai appris le slovaque. Et depuis que je suis à la retraite, j'ai décidé, il y a 1 an et demi de cela, quelque chose qui m'avait toujours un peu tenté quand il m'était donné d'en entendre. Voilà, j'ai commencé à jouer du saxophone. Donc, depuis 1 an et demi, j'apprends le saxophone, mais pas le jazz, qui n'est pas mon domaine. Je suis surtout attiré par la musique classique. Alors, au saxophone, je joue les transcriptions de grands airs d'opéra. Actuellement, je suis sur un air de Bellini que chantait la Calas, Casta Diva. Donc, votre conseil, ce serait d'apprendre tous les jours. Tous les jours. D'apprendre quelque chose de nouveau. Et d'avoir toujours en soi cette idée du progrès personnel. Et je pense que tant que j'aurai le sentiment que je peux encore améliorer quelque chose, je serai pleinement vivant. Très bien. Je vais prendre le livre, le présenter aussi. Et donc c'est Les ciels de Raphaël aux éditions Sigest. Merci beaucoup pour cet entretien, Monsieur Cuny. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre Civilnet.